Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à cette grande édition du journal du week-end sur Mikuba Télévision. À la une de l'actualité, à 8 mois de la date prévue pour le scrutin, le rassemblement pro-Tshisekedi, l'Union sacrée de la nation, a tenu sa première sortie officielle dans le stade des Martyrs à Kinshasa. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du Présidium, dont Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba, Samalou Kondé, Christophe Mosokodia et Augustin Kabouya. Et puis, inauguration du palais de justice de Goma par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo, ce 29 avril. Ce nouveau bâtiment du palais de justice abritera la cour d'appel de Goma et toutes les juridictions civiles du chef-lieu de la province du Nord Kivu. Nous parlons également dans la province du Lualaba pour marquer la fête du travail célébrée le 1er mai de chaque année. La compagnie minière de Moussono a, comme à l'accoutumée, fait un don de quelques vivres à son personnel. Par ce geste, les responsables de ce géant minier dans la province du Lualaba veulent reconnaître et encourager les efforts de ses employés consentis jour et nuit pour la réussite de l'activité minière de Comus SAS. Voilà pour les titres. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Mikuba Télévision. Plusieurs milliers et militants et cadres des partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation se sont rendus ce 29 avril au stade de Martyrs à Kinshasa pour la sortie officielle de la plateforme politique de l'Union sacrée. Dans leurs différents discours, les membres du Présidium ont abordé différentes thématiques convergeant toutes vers l'unité pour la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi. Les détails dans ce récit de Léo Kingu. À 8 mois de la date prévue pour le scrutin, le rassemblement pro-Tshisekedi a tenu sa première sortie officielle dans un stade de Martyrs totalement rempli. Après la mise en place des membres du Présidium, place au discours. L'objectif de cette plateforme est d'unir tous les Congolais, surtout dans un contexte d'agression du pays, précise dans son intervention Jean-Pierre Bemba, président du MLC, ayant la charge de la défense dans le gouvernement national. L'Union sacrée est salami. On a pas parti sur la Congo. L'Union sacrée a pour objectif de comprendre tous les partis de la RDC ayant la même vision qui est le développement du pays. Pour ce faire, soyons donc unis. Cela sera un message pour tous les autres pays sur l'intégrité territoriale de la RDC. Personne ne peut nous diviser. Interpellé sur les taux du dollar américain face au franc congolais, la monnaie américaine étant utilisée régulièrement dans les transactions en RDC, Vital Kamerhe, président de l'UNC et ministre de l'économie nationale, a insisté sur la production locale comme solution à la crise. Pour maîtriser les dollars, nous devons en tant que gouvernement favoriser la production locale à travers l'agriculture. Pas de réaction officielle de l'opposition jusqu'ici, certains acteurs politiques de cette tendance se contentant de tourner en dérision le vide dans les tribunes pendant les discours. L'opposition qui prévoit d'ailleurs une manifestation le 13 mai prochain. Au cours du Conseil des ministres tenu le vendredi dernier, le ministre de la Communication et Médias a informé le gouvernement sur les préparatifs de la Journée mondiale de la presse, prévue pour le 3 mai prochain à Kinshasa, dans un contexte marqué par la nouvelle loi sur la presse visant les recommandations sur les états généraux de la presse. La célébration se fera sous le haut patronage du président Tshisekedi, extrait du compte-rendu lu par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Célébration de la 30e journée mondiale de la liberté de la presse. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a informé le Conseil des préparatifs de la célébration de la 30e journée mondiale de la liberté de la presse le 3 mai 2023 à Kinshasa. Il a indiqué que cette manifestation internationale coïncide en RDC avec l'avènement de la nouvelle loi sur la presse. Ce texte vient redéfinir le paysage médiatique congolais. Elle va également consacrer la salubrité médiatique, recommandation formulée par son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, au cours de l'ouverture et la clôture des travaux des États généraux de la communication et des médias tenus en janvier 2022. Son application va entraîner la mise en œuvre de la majorité des résolutions des États généraux de la communication et des médias qui servent de boussole aux réformes à entreprendre pour encadrer et promouvoir l'exercice de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Le ministre de la Communication et Médias a informé aussi le membre du Conseil
que cette 30e journée mondiale de la liberté de la presse sera célébrée sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Cette manifestation sera organisée par le ministère de la Communication et des Médias en collaboration avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication ainsi que les différentes organisations professionnelles des médias, notamment l'Union nationale de la presse du Congo, autour du thème national, la liberté d'expression à l'épreuve de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, nouvelle loi sur la presse pour une nouvelle dynamique. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Autre chose, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo, a mis en service ce 29 avril le palais de justice de Goma, construit sur financement de l'Union européenne. Ce bâtiment, avec une centaine de bureaux, devra abriter la cour d'appel de Goma et toutes les juridictions civiles du chef-lieu de la province du Nord Kivu. Les détails avec notre correspondant sur place, Patrick Sellois. Construit sur plus de 5000 m² d'espace au quartier Kieshero dans la partie ouest de Goma, avec le financement de l'Union européenne, ce palais de justice a été mis en service ce samedi par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo. Ce bâtiment que nous réceptionnons aujourd'hui servira de cadre propice pour le travail des magistrats et du personnel judiciaire qui n'ont pour vocation que de distribuer la justice et rien de contraire à celle-ci. Pour l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Jean-Marc Châtaignier, plusieurs contraintes ont fait que ces travaux qui ont commencé en 2017 prennent du retard. Il y a eu des causes externes, et bien sûr dans ces causes externes, il y a aussi la situation sécuritaire qui a posé des problèmes, des difficultés d'importation, et on voit que c'est un souci que nous avons ici en République démocratique du Congo, comme dans d'autres pays. Pas uniquement liés à des problèmes administratifs congolais, mais parfois à des problèmes administratifs ougandais, rwandais, tanzaniens et d'autres pays. Des difficultés parfois de fourniture de certains éléments. La lenteur de l'entreprise dans un contexte difficile avec une main-d'œuvre qui n'est pas toujours spécialisée. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, appelle les acteurs judiciaires en province à garder cet ouvrage avec dignité. Il était donc plus qu'urgent qu'un nouveau palais de justice digne de son nom et répondant aux normes soit construit. J'invite les magistrats et le personnel judiciaire d'utiliser ces bâtiments en bons responsables. Soulignons que ce palais de justice, qui contient une centaine de bureaux, abritera la cour d'appel et toutes les juridictions civiles de Goma. Et puis l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Jean-Marc Châtaignier, demande au Rwanda de cesser tout soutien à la rébellion qui endeuille les populations congolaises. Il exige par ailleurs le retrait des terroristes du M23 de toutes les zones occupées. Suivez ici l'ambassadeur de l'Union européenne, Jean-Marc Châtaignier, dans cet extrait choisi pour vous par notre correspondant depuis Goma, Patrick Sialoa. L'occasion de visiter ce matin encore des camps de déplacés. Et je pense ici en ce moment même aux centaines de milliers de victimes du conflit au Nord Kivu, des victimes des exactions du M23, victimes des exactions de ceux qui supportent le M23. Et donc ma pensée va à tous les Kivusiens et la pensée européenne va à la solidarité avec le peuple du Kivu par rapport à tous ces événements. Et je voudrais ici répéter très clairement la position de l'Union européenne, très claire. Le M23 doit immédiatement déposer les armes, se retirer de ses positions, rentrer dans un processus de désarmement, démobilisation et réinsertion. Et nous exhortons évidemment le Rwanda à cesser tout support et tout appui au M23. C'est la position constante de l'Union européenne depuis le mois de décembre dernier. Et en ce jour de travail dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la RDC, la ministre d'État, ministre de la Justice, a inspecté l'avancement des travaux de construction de la nouvelle prison centrale construite à Kimoka, dans le territoire de Massissi. Cadre pénitentiaire devant accueillir plus de 3000 locataires, le plus de quoi satisfaire Rose Mutombo. C'est un reportage signé par Léo Kingu.
C'est à Kimoka, dans le territoire de Massissi, dans la province du Nord Kivu, où la ministre de la Justice a visité la toute première prison moderne, construite par le gouvernement congolais. Un complexe devant abriter au moins 3500 détenus, à la satisfaction de Rose Mutombo, ministre d'État en charge de la Justice, accompagné pour la circonstance du ministre de l'Industrie. Je suis contente des avancées de travaux sur terrain. On voulait nous rassurer que les standards est respecté international. On a voulu voir les espaces de divertissement. On a voulu voir la séparation nette entre les détenus femmes et les enfants et les hommes. On a voulu voir aussi s'il y a quand même certains ateliers de formation, puisque la prison c'est aussi la rééducation. Et on a eu à avoir plus de précisions par rapport aux travaux champêtres qui vont se dérouler sur terrain, puisque dans l'avenir, il faut que nos prisons s'autofinancent. Cependant, la ministre a des inquiétudes au sujet desquelles elle a échangé avec le superviseur de travaux. Des inquiétudes, j'ai compris pourquoi ça a pris un peu du retard, du fait que la zone était insécurisée pendant quelques mois et que comme les travaux ont repris, j'espère que d'ici la fin de l'année, nous allons inaugurer la première prison construite après l'indépendance pendant le règne du président Félix-Antoine Tshisekedi. Ce chantier a pris 4 mois de retard à cause de l'insécurité et sa mise en service est attendue en décembre de cette année. Autre chose, le monde célèbre le dernier samedi du mois d'avril de chaque année la journée des médecins vétérinaires. À cette occasion, une double cérémonie a eu lieu dans la province de l'Alaba. C'est notamment l'installation du comité provincial de l'ordre des médecins ainsi que la prestation de serment. C'est ce que nous dit ici Olivier Kavound. L'installation de la nouvelle équipe provinciale de l'ordre de médecins vétérinaires et la prestation de serment de nouveaux médecins sont les deux activités organisées par cette corporation en ce dernier samedi du mois d'avril. Le président du bureau d'âge, le docteur Jean-Christophe Kachalaka-Palola, a procédé à l'installation du nouveau comité. L'ordre veille au respect des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la profession de médecin vétérinaire, ainsi qu'aux devoirs professionnels édictés, notamment par les codes de déontologie du médecin vétérinaire. Toutes nos sincères félicitations. Le nouveau président des animateurs de l'ordre provincial de médecins vétérinaires circonscrit le cadre de cette manifestation en ce terme. Conformément aux dispositions de l'article 36 de la Constitution, cette loi vise à organiser l'exercice de la profession et du métier en ordre aux fins d'exercer l'autorité sur les membres et de sécuriser la profession. Dans la province du Lualaba, le médecin vétérinaire évolue dans 3 secteurs principaux, à savoir le secteur public, le secteur privé et le secteur libéral. Il est également et surtout l'un des garants de la sécurité sanitaire et alimentaire de la population. Ensuite, le moment attendu est venu, celui de la prestation de serment. Et je jure devant le conseil de l'ordre de médecins vétérinaires de conformer ma conduite professionnelle. Le président de l'ordre prend acte de serment prêté. Nous, Chantibango Kalenda, médecin vétérinaire et président du conseil provincial de l'ordre des médecins vétérinaires, prenons acte ces jours de votre prestation de serment. Les ministres provinciaux de la Grippel, Vould Kawele, encouragent les assermentés et les nouveaux animateurs et leur promet tout son soutien. C'est pour moi un grand honneur de participer à la journée mondiale des vétérinaires 2023. Je saisis cette occasion pour vous féliciter et vous souhaiter un futur mandat. Le comité provincial de l'ordre de médecins vétérinaires a un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois. En guise de la célébration de la journée du travail, les responsables de la compagnie minière de Moussonoï ont remis ce 29 avril des vivres aux employés pour honorer leurs efforts quotidiens. Un geste bien accueilli par le personnel de Comus SAS. Regardez. Pour marquer la fête du travail célébrée le 1er mai de chaque année, la compagnie minière de Moussonoï a, comme à l'accoutumée, fait un don de quelques vivres à son personnel.
Par ce geste, les responsables de ce géant minier dans la province du Lualaba veulent reconnaître et encourager les efforts de ses employés consentis jour et nuit pour la réussite de l'activité minière de Comus SAS et son développement économique qui a des répercussions sur les populations de la province du Lualaba. Comus SAS justifie ce geste par le souci de pousser ces Congolais à faire mieux afin de développer l'entreprise au profit des populations locales. Ces employés congolais de la compagnie minière de Moussonoï n'ont pas manqué de remercier leurs employés. Pour eux, ce geste est très bien accueilli. La fête du travail est ainsi une occasion pour les dirigeants de la compagnie minière de Moussonoï de se rapprocher de ces travailleurs. Autre chose, l'association socio-culturelle Luanzo Luamikuba a tenu ce 29 avril son assemblée générale élective de son président national. 3 candidats étaient en lice. L'électorat était essentiellement constitué des Sangas originaires de territoires de Lubudi, de Muchacha, de Mitoba, de Kasenga ainsi que de Kambov. Linda Kalinga Mugangu pour le reportage. Les grands électeurs du nouveau président national sont Sanga, membres de l'association socio-culturelle Luanzo Luamikuba, désigné en raison des 5 territoires. Dans son mot, Ilunga Katuiteba, président du Conseil des sages, a circonscrit la circonstance. Un grand jour parce qu'il s'agit de procéder à une passation de responsabilités dans l'existence de notre grande communauté de Luanzo Luamikuba. Les candidats ont par la suite battu campagne en présentant leur projet pour la communauté. Nous allons nous battre durant notre mandat pour que la femme Sanga retrouve son respect à tous les niveaux. Ça n'est suivi le vote, territoire par territoire. À l'issue de celui-ci, Kapia Moukea Gabriel a été élu président de l'association socio-culturelle Luanzo avec 90 voix sur 198 votants. Sa victoire a donné lieu à des scènes de liesse. Le vainqueur à ce scrutin a été élu pour un mandat de 3 ans. Il remplace à ce poste Max Mpande Kisimba. Gabriel Kapia promet de veiller sur sa communauté. Nous devons d'abord continuer les œuvres commencées par notre président sortant, le directeur Max Pandekisimba. Notamment, il y a la construction du siège définitif de Luanzo Luamikuba. Il y a l'école de Kisanga, il y a la bourse estudiantine. Nous allons continuer toutes ces œuvres-là. Ça ne va y arriver de nos précédents. Nous allons le prendre aussi à l'intérieur. Nous allons rencontrer nos chefs de Les 3 challengers à cette élection sont tous issus du territoire de Kasenga. À Luanzo Luamikuba, le mandat est rotatif. Autre chose, le complexe scolaire Kouliva, à l'occasion de la journée nationale de l'enseignement ce 29 avril, a organisé à l'intention de ses enseignants une journée de réflexion autour des méthodes et techniques de l'enseignement à l'ère de la digitalisation. Michael Motula nous signe ce reportage. C'est dans l'une des salles de cet établissement scolaire que tous les enseignants du complexe scolaire Kouliva ont été réunis ce 29 avril afin de réfléchir autour de méthodes et techniques de l'enseignement. Odette Kalongo, coordonnatrice de cette école, a invité les enseignants à se dépasser au-delà de la précarité de vie pour réfléchir sur la bonne méthode à employer afin de transmettre les connaissances aux élèves. Nous devons quand même réfléchir, faire un arrêt, un stop sur dans notre vie professionnelle. Nous allons réfléchir ensemble en utilisant les systèmes de ciné-forum et cela va nous aider aussi à voir comment est-ce que nous pouvons quand même travailler dans notre complexe scolaire Kouliva. C'est autour du film Les choristes, projeté dans la salle, que les enseignants ont été appelés à réfléchir. Après quoi, ces derniers ont fait leur lecture pédagogique sur ce film à travers quelques illustrations. Ce film était vraiment pédagogique, il nous a beaucoup aidé, mais ce que nous devons savoir, c'est que c'était un film vraiment occidental. Nous sommes en Afrique, les méthodes enseignées là-bas sont un peu différentes, mais sur quoi c'est la pédagogie. Il y a eu des leçons
leçons tirées de ces films. Monsieur Mathieu qui a essayé de rassembler les élèves, qui a essayé d'utiliser toutes les méthodes actives participantes pour gérer bien la vie des élèves à l'internat. La coordonnatrice a par ailleurs démontré l'importance de cette journée dite de réflexion pour les enseignants du complexe scolaire Kouliva, car consistant à faire une auto-évaluation sur les méthodes éducatives à appliquer pour faciliter l'assimilation de leçons. Moi, ça m'a envie de renvoyer que si on pouvait faire un arrêt dans notre métier pour méditer, réfléchir sur notre façon d'être, notre façon de travailler, et réfléchir sur ma vocation en tant qu'enseignante. Raison pour laquelle je me suis inspirée en prenant un film, et si on pouvait faire un ciné-forum pour partager quand même les connaissances et en tirer quand même des leçons qui pourront aussi nous servir. Après ces moments de réflexion, ces professionnels de la CRE se sont ensuite retrouvés dans une atmosphère festive, partageant un verre entre collègues sous un coussin musical, avec comme devise ordre, travail, réussite. Les complexes scolaires Kouliva, une école privée organisant plusieurs sections à son sein, elle se trouve au quartier Joly-Citerveya, sur l'avenue Malouka. Et puis à l'occasion toujours de la journée nationale de l'enseignement célébrée chaque 30 avril, les femmes de la Direction nationale de contrôle et de la paie ainsi que de la maîtrise des effectifs des enseignants et du personnel administratif des établissements scolaires DINACOP en acronyme ont fait la sortie de leur structure UFEDIL Lualaba 1 ce samedi 29 avril. À cette occasion, quelques missions de cette branche de la DINACOP ont été dévoilées, c'est entre autres la valorisation de l'enseignante. Oscar Kalamba et Emmanuel Katende pour le reportage. C'est dans la grande salle du groupe scolaire Ewabora que s'est tenue cette cérémonie de la sortie officielle de l'UFEDIL, Union des femmes de la Direction nationale de contrôle de la paie et de la maîtrise des effectifs des enseignants et du personnel administratif des établissements scolaires Lualaba 1. Dans son discours, la présidente Sarah Mpoutou a salué la présence de différents invités qui ont rehaussé de leur présence cette manifestation. Et ici, de signaler d'aujourd'hui, non seulement cette célébration va concerner uniquement la journée de l'enseignement comme à l'accoutumée, mais par contre, elle va donner l'occasion au lancement officiel de l'UFEDIL. L'UFEDIL 1 prône plusieurs valeurs au sein de l'enseignement, en l'occurrence stimuler l'entraide mutuelle et l'assistance sociale entre les femmes, ajoute Sarah Mpoutou, présidente de cette branche. Valoriser la femme de DINACOP Lualaba 1, assurer la visibilité de la femme de DINACOP comme cadre féminine combattante et excellence dans ses responsabilités. Maintenir la femme au top de ses compétences pour servir de modèle de la jeunesse féminine montante. C'est depuis le 2 février dernier que le ministre de l'EPST a signé l'arrêté portant transformation du service de contrôle et de la paie des enseignants sécopés en DINACOPé. Autre chose, l'association des scouts du Lualaba a organisé pendant 2 jours, soit du 29 au 30 avril, sa première conférence annuelle dans la salle de réunion de la paroisse Saint-Antoine de Padoue à la cité Gécamine Colosi, un rassemblement qui a réuni des représentants nationaux ainsi que de l'intérieur de la province pour évaluer toutes les activités entreprises entre 2021 et 2022. Et parmi les partenaires honorés par cette association sans but lucratif à cette occasion pour leur accompagnement figure Mikuba Radio et Télévision, c'est ce que nous dit ici Léopold Kingou. Cette conférence a été ouverte le 29 avril par le président provincial Kalassa Malaïla, autruche bavarde, en présence du chef écureuil Justin Kimpoto, commissaire général, délégué de la Fédération des scouts du Congo et des délégués des 6 districts de Laszlo. Pour le commissaire provincial Daniel Malala, dit cheval humble, l'année a été globalement une réussite pour la représentation provinciale. Franchement, je suis l'homme le plus heureux parce que ça fait déjà 1 année et 7 jours aujourd'hui depuis que le Lualaba est devenu une association provinciale de scouts. Nous avons notre règlement nous autorise à faire l'évaluation annuelle. Aujourd'hui, c'est avec joie que nous venons de constater que toutes les recommandations ont été exécutées. Selon Justin Kimponto, le représentant national, les scouts doivent continuer à travailler dans l'unité pour la survie du mouvement. Quand on est un, on évolue et on avance.
Ne nous fragilisons pas à travers des guerres inutiles qui peuvent arriver. Je ne dis pas qu'il y en a, mais c'est compte tenu de l'expérience. Plus nous sommes unis, plus nous sommes forts. Des partenaires qui accompagnent le mouvement, parmi lesquels Mikuba Radio-Télévision, ont été honorés par des diplômes d'excellence. Charlotte Timejinga, ancienne maire de Kolosi, a également participé à cette conférence qui s'est clôturée par une visite de consolation de tous les scouts, parmi lesquels Jacques Kamba, ministre de Mines, au lycée Mwanga, victime d'un incendie il y a quelques jours. Et puis, lancée par le maire de Kolosi, la campagne d'assainissement du milieu prend d'autres allures sur le terrain. La Fondation Kwetu s'investit à fond pour accompagner la mairie de Kolosi dans cette vision. Ce samedi, l'équipe était sur le terrain pour des travaux de curage de caniveau ainsi que ramassage de bouteilles et d'autres travaux. Jacques Massengo Kindele a même effectué une visite surprise sur le terrain et a félicité l'initiateur de la Fondation, Anthony Kabwe. Dorsa Moutebiaf pour les détails. Bêche, balai ou à main, les membres de la Fondation Kwetu, chapeautés par Anthony Kabwe, étaient ce samedi au niveau du rond-point de l'Indépendance et sur l'avenue du 30 juin pour des travaux d'assainissement du milieu, ramassage des plastiques, bouteilles et curage de caniveaux remplis de déchets était la nature de ce travail. La Fondation Kwetu s'est appropriée la campagne lancée par le maire de Kolosi, Jacques Massengo Kindele, une raison de plus de sa descente sur les lieux pour encourager cette fondation. La campagne que nous avons lancée a trouvé les échos auprès de nos partenaires, Fondation Kwetu. C'est pourquoi je salue l'initiateur de cette fondation, son Excellence Anthony Kabwe, de là où il est, qu'il reçoive nos encouragements et nous lui promettons notre accompagnement en tant qu'autorité urbaine. Satisfait du travail abattu et de la volonté manifeste des membres de la Fondation Kwetu, Jacques Massengo Kindele s'est dit prêt à accompagner ces jeunes. Nos amis de Fondation Kwetu doivent savoir que à partir d'aujourd'hui, vous avez un partenaire fiable qui est la ville de Kolosi, qui va vous soutenir, vous accompagner dans toutes vos actions. Un partenariat qui satisfait la Fondation Kwetu, chapeautée par Anthony Kabwe. Nous sommes très contents et nous tenons à sa promesse de nous accompagner chaque fois où nous serons en train de faire cette opération. Que les gens s'approprient réellement de cette vision qui est d'assainir notre ville. Sincèrement, ça nous encourage. C'est vrai que le maire de la ville, quand il est arrivé, il a lancé un message de rendre la ville propre. Nous avons pris nos responsabilités afin qu'on rende notre ville très propre, que notre ville soit vivable. Surtout qu'elle est la ville dans la province dite pilote de la République démocratique du Congo. L'assainissement du milieu est une affaire de tous. Le maire de Kolosi a sensibilisé les tenanciers des maisons commerciales à adhérer à la campagne, mais aussi tous les habitants. Avec plus de 10 mois d'existence, la Fondation Kwetu laisse ses empreintes dans l'assainissement du milieu. Et puis la salle de réunion de la mairie de Kolosi a servi de cadre pour une rencontre entre une délégation de la Société nationale d'électricité et les autorités urbaines pour discuter d'un partenariat durable en matière de perception des taxes dues à la SNEL. Suivez. C'est une importante réunion qui a eu lieu ce vendredi 28 avril 2023 à la mairie de Kolosi entre la délégation de la Société nationale d'électricité conduite par son directeur provincial des commerces et les cadres de l'hôtel de ville de Kolosi, présidé par Maître Jacques Massengo Kindele, en présence de son adjoint Farid Amoupoudil. Cette rencontre était motivée par les renforcements du partenariat gagnant-gagnant entre ces deux institutions relatifs à la perception des taxes sur l'éclairage public auprès des clients de la SNEL de Kolosi et l'accord de mise en œuvre du mécanisme de collecte et reversement de la taxe sur l'éclairage public à la mairie de Kolosi. Il ressort de cette réunion des décisions importantes, notamment la poursuite du contrat signé entre ces deux institutions à la satisfaction de tous. Pour William Ngoy Lukumbi, directeur provincial des commerces de la Société nationale d'électricité, la SNEL va trouver des voies et moyens pour aider la population de Kolosi de se procurer un courant permanent afin de lutter contre la recrudescence des cas d'insécurité dans les chefs-lieux de la province du Lualaba. Il y a eu un retard de paiement, nous le savons bien, nous en avons parlé avec l'autorité. Et présentement, les choses sont en train de se débloquer, de sorte que
dans les jours à venir, les paiements vont avoir lieu. Voilà qui met un terme à cette édition du journal sur Mikuba Télévision. Mesdames et messieurs, merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente fin de week-end chez vous. Au revoir.